Bonjour, on se trouve à l'Université de Porto Rico à Humacao. Je suis Orlando González, professeur de langue moderne à l'Université de Porto Rico à Humacao. Et aujourd'hui, on va faire une petite interview au monsieur Eduardo Lalo. Il est aussi professeur universitaire de littérature à l'Université de Porto Rico, mais dans le campus de Rio Piedras. Il est aussi un écrivain portoricain reconnu à Porto Rico, mais aussi internationalement. Et il écrit aussi des articles pour les journaux principaux sur les questions de critique et analyse sociale. Alors, bonjour Lalo, on est content d'avoir ici aujourd'hui. Bonjour Orlando, je suis très heureux d'être là. C'est bien d'être ici à Humacao, c'est un petit campus, mais très chouette, très accueillant, avec une lutte très particulière avec les étudiants, les profs et tous les employés qui travaillent ici. Donc, on est très content de t'avoir ici pour discuter un peu la crise fiscale de Porto Rico. On parle de la crise de Porto Rico. On sait que la réalité, c'est qu'il y a une crise mondiale. On a vu les problèmes en Grèce, on a vu des problèmes en Espagne, France. On voit que dans tout le monde, tous les pays ont une dette que dans la réalité, ils ne peuvent même pas payer parce que c'est trop grand. Même la France, par exemple, on a lu, ils ont fait une loi pour étudier la dette parce qu'ils pensent qu'au moins 60% de cette dette est illégale. Et ils trouvent qu'ils ont beaucoup plus d'argent que jamais, mais les salaires publics, les salaires privés sont plus bas, le chômage est plus haut. Ils ont coupé beaucoup, ils ont fait des réformes sociales en coupant des droits qu'ils avaient avant. Donc, ça arrive partout. Mais Porto Rico a une particularité, a une différence. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je crois que tu as raison. Et aujourd'hui, on assiste à une industrie de la dette. Et cela est devenu un business. Non? Les banquiers, la Banque internationale, les grandes corporations, même des organisations internationales, s'occupent de gérer la dette des pays. Et il y a des énormes intérêts bancaires, économiques, dans les principaux centres de pouvoir économique du monde. Et ça veut dire l'Europe, Chine, les États-Unis, etc. Et qui spéculent, comme j'ai dit, ils spéculaient avec des denrées, des produits, des matières, je ne sais pas, des bois, des minéraux, etc. Ils spéculent maintenant avec la dette. Et c'est bien vrai ce que tu dis, il y a beaucoup de pays dans le monde, même des pays qui ne soupçonnent pas qu'ils sont dans cette situation, la France même, que tu viens de mentionner. Mais ces pays sont dans une sorte d'acte de cirque où l'artiste marche sur comment on dit ça, la cuerda floja, non? Et je ne me rappelle pas. Sur un fil, non, dans l'air, un fil. Le fil tendu, un truc comme ça, oui. Un fil tense. Oui. Et ils peuvent tomber, mais ils ne tombent pas généralement parce qu'ils sont des pays souverains qui ont des grandes économies et qui peuvent produire une certaine compétitivité dans leurs échanges. Et ils ont une production nationale assez importante comme pour générer une croissance économique. Porto Rico est dans une autre situation parce qu'il est une colonie des États-Unis. Et Porto Rico a été envahi par les forces militaires des États-Unis en 1898, il y a un peu plus d'un siècle.
les forces américaines ont accompli ça au même temps qu'ils envahissaient Cuba et les Philippines et une petite île du Pacifique qui s'appelle Guam. Et quelques années après, ils ont donné des indépendances plus ou moins contrôlées à Cuba et à Philippines. Mais ça est devenu évident très tôt dans leur présence à Porto Rico qu'ils voulaient rester longtemps à Porto Rico. Porto Rico est devenu plusieurs choses pendant ce siècle américain, des contrôles américains, des colonialismes américains. Tout d'abord, il est devenu un grand champ de canne à sucre. Le pays a été déforesté d'une manière violente. Et dans les années 30, il ne restait que, je crois que moins de 10% de forêt. Et aujourd'hui, ça a beaucoup amélioré et je crois que nous sommes près de 40%. Mais ça donne une idée de la force de cette exploitation agricole. Et Porto Rico est devenu aussi une position d'intérêt militaire pour les États-Unis. À un certain moment de ce siècle, 13% du territoire national de Porto Rico était composé par des bases militaires américaines. Il y avait même deux îles qui font partie de l'archipel portoricain, qui étaient dédiées exclusivement à des exercices militaires. Et tout ça a changé, tout ça est fini il y a quelques années. Mais pendant longtemps, les États-Unis voulaient contrôler ce territoire parce que c'était important dans la géopolitique de la guerre froide. Ensuite, Porto Rico est devenu une sorte de vitrine. D'abord, la vitrine de le bloc soviétique en Amérique, en face de la vitrine cubaine. Et il fallait construire une autre, c'était la vitrine portoricaine. Et la guerre froide est terminée il y a 2 décennies. Et de ce moment à nos jours, on a assisté à un progressif empauvrissement et décadence de la situation portoricaine. Et maintenant, nous nous trouvons dans les corsets, disons, des politiques d'une colonie classique du XIXe siècle au commencement du XXI siècle, et dans une situation internationale complètement différente, mais un pays contrôlé totalement par les États-Unis, a beaucoup d'aspects détruits, son économie détruite, sa production détruite ou compromise par les limitations qu'impose la présence américaine à Porto Rico. Et ça, c'est l'effet qui change, non, les panoramas. C'est très important de dire, de ce que tu viens de dire, qui est extrêmement limité par le pouvoir des États-Unis, qui en 2016, c'est très récent, on va continuer, c'est très récent, le président des États-Unis, le Congrès des États-Unis et le Tribunal suprême des États-Unis, tous les trois, les mêmes ans, en peu de temps, on dit Porto Rico est une colonie, est un territoire, et ils doivent suivre ce que le Congrès dit. Point. Donc, notre Constitution, nos lois, notre façon de vivre est terminée d'après ce qu'on pensait qu'on avait. C'est devenu une autre chose. Oui. D'accord? Oui, les superstitions portoricaines de certains partis politiques, de certains mouvements sont éclatés en 1000 morceaux les mêmes jours. Okay. Et je crois que c'est très positif parce que le mensonge
qui a été répété pendant des décennies, est impossible maintenant de croire. De soutenir, c'est vrai. Il y a une chose que tu as mentionné que déjà le côté, c'est le business de la dette. Mais même quand tu as mentionné très, très vrai, parce que moi, déjà en 1990, j'étais à Washington et j'ai travaillé quelques jours dans la Banque de développement de l'Amérique latine, le BID qu'on appelle. Et ils ont un secteur privé. Et le secteur privé, c'est celui qui gère tous les projets multimillionnaires du secteur social, d'accord? Mais ils les gèrent d'une façon privée parce qu'ils reçoivent l'argent des différents pays. Donc, ils deviennent, comme tu dis, les gérants un argent qu'on donne à un pays pour faire des œuvres sociales, mais qu'à la fin, il faut payer. Donc, ils utilisent ces organismes aussi pour augmenter cette dette. Donc, c'est un peu partout. D'accord? Et on va faire une petite pause et on continue dans un moment. Et on se verra avec vous tout à fait.